Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Clin d'œil. Lorsque mon ami Christian m'a offert la première gorgée de bière de Philippe Delerme, j'ai, tout en savourant la lecture de cet ouvrage, hurlé de jalousie. Il avait réalisé ce que j'imaginais alors devoir être le récit de mon enfance. J'étais coiffé sur le poteau par bien meilleur que moi, alors que depuis de longues années je concevais déjà dans ma tête le canevas d'une sorte de chronique en culotte courte, relatant mes souvenirs d'enfance dans mon village natal, à la fois bourguignon et bressant, de Préty. En somme, à l'inverse du lièvre et la tortue de notre bon La Fontaine, le plus rapide avait gagné. J'ai donc encore un peu laissé traîner les choses, jusqu'à ce que la retraite me donne l'occasion d'y revenir et d'essayer de bâtir un récit qui tienne la route et puisse être lu, au moins par mon entourage familial. Le temps était enfin venu pour moi de retourner en enfance. Mon univers des années 40. Le chemin. Encore une fois dans ma tête, je refais le chemin. Montée de la rue Bourgeoise, la ferme des Cavets, le plateau dépendant, le grésillement des transformateurs avant la descente sur l'Accro, la levée de Saône, toute droite avec ses rails du chemin de fer régional, le pont de pierre, tournu, les quais de Saône où habitait Mémé Chacour, le magasin de Monsieur Thibert, tailleur de son état, l'immense abbaye, le restaurant Le Terminus, la gare du PLM, la petite route à droite qui mène chez Faucillon et ses dogs danois, le tunnel sous les voies ferrées, la Nationale 6, la descente du Jonchet vers Boyer, Sensey avec au centre, la route en direction de l'ouest, l'Ève et son grand mur de pierre, sa chapelle sur les hauteurs, ses platanes à la sortie du village, la digue jusqu'au pont sur la Grosne, le château de la Ferté, aussi mystérieux que celui d'Yvonne de Galais, avec son allée ombragée qui n'en finit pas, la forêt rafraîchissante, le chêne et la source de nos pique-niques, là où chante le coucou et pousse le muguet, les sentes qui filent sous les futaies de droite et de gauche, le petit étang qui semble surnager au-dessus de la route. Stop, 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 crie le lecteur, mais je continue car c'est mon chemin. La Coudre et ses virages, la plaine qui s'allonge jusqu'à Buxy, les collines au loin déjà couvertes de vignes, le passage de la ligne de démarcation avant le tunnel sous la voie du chemin de fer, la remontée vers le restaurant Girardot, la marbrerie, le cimetière, le vieux collège où papa a commencé ses études, les ravaux et les pointes effilées de ses toits ardoises grises, la plongée des Cremous, les tournants au milieu des acacias, les grands peupliers du bas de la Combe, le pont sur la cour Ambeul, la cave coopérative de briques rouges, et à droite, au bout du village qui n'apparaît pas encore, la maison de mémère Annette, chaudement éclairée par le soleil couchant que bientôt le Mont-Brogny va avaler dans ses hauts prés peuplés de vaches blanches, le chemin d'une enfance, le chemin des vendanges, le chemin du temps d'avant, le chemin du bonheur. Généalogie de papa et maman. Maman Juliette. Jeanne. D'aussi loin que je me souvienne, cet appel prolongé de maman cherchant papa résonne encore à mes oreilles, comme si c'était hier. Mais où était-il donc ce papa que l'on devait ainsi appeler à tue-tête, pour qu'il apparaisse ? Né à la campagne au début du siècle dernier, il en avait sans doute gardé un solide atavisme, lui qui à l'époque n'était pas un garçon à rester au nid mais plutôt à s'échapper vers des activités de plein air. Rôder dans les vignes, ramasser les escargots, pêcher les guernois, grenouilles, ou tirer les chats avec son arbalète rustique et ses flèches en baleine de parapluie, que sais-je encore ? En cette année de drôle de guerre, où mes premiers souvenirs s'impriment dans ma mémoire, il n'y avait que bien peu de choses à faire à la maison et aucune télévision n'était encore venue fixer les mâles devant le petit écran. La maison était le domaine de la femme, de la mère, de maman. Même après la classe, après son travail d'institutrice, de maîtresse comme l'appelaient les écoliers, elle devait encore accomplir certaines tâches au foyer. Pourtant nous avions une jeune bonne, quasi à demeure toute la journée. En tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Mais maman que nous appelions Man, très perfectionniste, laissait rarement à d'autres le soin de tenir la maison et de faire la tambouille. Lucienne puis Georgette avant Germaine étaient là pour allumer le feu, faire les lits, préparer les légumes, mettre en route la lessiveuse, étendre le linge, parfois repasser, mais ceci était déjà un peu délicat. La délégation de responsabilité n'étant pas son fort, les finitions étaient le plus souvent menées à bien par maman. Je n'ai été dans sa classe que 3 ans, CE1, CE2 et CM1. Ensuite, il fallait traverser le jardin et aller chez papa qui, lui, enseignait du CM2 jusqu'au certificat d'études avec préparation à l'entrée en 6e des lycées et collèges.
À l'école des filles, qui en fait était mixte, géminée comme on disait alors, la salle de classe de maman était bizarre. Tout en longueur sur un côté du bâtiment principal, l'estrade au milieu du long pan, les plus petits à droite, le CE2 au centre et le CM1 à gauche. À droite de l'estrade, surélevé comme dans toutes les salles de classe de l'époque, au bout du tableau noir, était le coin des bonnets d'âne. Les fenêtres latérales étaient tellement hautes qu'il était impossible aux petits que nous étions de voir quoi que ce soit d'autre que le ciel, souvent bleu dans mes souvenirs. Tout cela sentait la craie par manque d'aération manifeste, malgré les fréquentes missions de secouage de torchons qui rythmaient nos heures de classe. Les porte-manteaux, tous à notre hauteur, se trouvaient, comme de nos jours, dans le couloir d'accès aux salles de classe. L'habillement n'était pas très varié, la blouse grise, non imposée, presque de rigueur, sauf pour les filles qui préféraient la jupe et le corsage ou la blouse de fantaisie. Maman se démenait donc, dans ce milieu quelque peu confiné, pour nous apprendre les premiers rudiments de notre éducation scolaire. Rude tâche quand il faut gérer 3 niveaux, fussent-ils ceux d'élèves en bas âge, et même si nous étions en milieu rural, l'auréole de l'instituteur existait encore. Et puis maman ne tolérait pas le désordre, ni le bruit d'ailleurs. Et il valait mieux être sage et attentif à ses directives plutôt que chahuteur et indiscipliné. Maman avait besoin de calme pour fonctionner, et elle ne se lâchait pas comme l'on dit maintenant, sauf à l'extérieur, quand nous étions en famille, entre nous, et encore avec beaucoup de modération. Sa fonction d'institutrice, omniprésente en elle, imprimée sans doute par la nécessité de travailler, orpheline à 11 ans j'y reviendrai, et par le passage en école normale d'instituteur, on y formait à l'époque de vrais pédagogues, l'aura marqué toute sa vie. Perfectionniste, elle avait le souci de bien faire les choses, mais était aussi rongée par la peur de mal faire. Ce grand écart permanent n'était pas sans conséquence sur son comportement et sur son estomac. Car il faut bien le dire, maman avait en permanence mal au foie. Cela ne l'empêchait pas de faire de la bonne, voire excellente cuisine, mais elle n'en profitait guère. Pour elle, son eau était celle de Saint-Yor, le vin lui était interdit, le café également, et les gâteaux et autres friandises étaient réservés aux enfants et à son Jean de Marie. Instable dans sa tête, maman avait donc aussi des instabilités gastriques que venait tempérer notre aspirine nationale, UPR, sans laquelle elle aurait sans doute eu beaucoup de mal à bien vivre. Pour réguler ses maux, la ville de Vichy était devenue, avant-guerre, un lieu de passage obligé durant les longues vacances d'été. Chaque année, papa y conduisait maman faire sa cure de 3 semaines. Nous ne faisions pas partie du voyage, effectué avec la Peugeot 301 décapotable que papa avait achetée au milieu des années 30, à monsieur le préfet de Saône-et-Loire s'il vous plaît. Nous, ma sœur Mimi et moi, n'avons découvert ce lieu de cure et de villégiature que beaucoup plus tard, après la guerre. Maman y faisait toujours des séjours, mais moins fréquents, les vacances en famille ayant pris le dessus sur ses besoins évidents de lutte contre le stress et les maladies de foie. Maman n'était pas sportive. Grande, 1,68 m, elle n'avait pas l'aisance naturelle de son corps et laissait à papa le soin de nous représenter dans ce domaine encore peu prisé du français moyen. Mais maman était élégante. Taille fine et élancée, elle portait bien les jupes et le tailleur. Tout comme le chapeau, surtout le bibi des années 30, et quelquefois le fichu quand nous allions en Saône distante de moins d'1 kilomètre de Préty. Son rôle alors était de préparer le panier de victuailles, les serviettes et habits de rechange, et de faire en sorte que nous ne manquions de rien pour assurer la réussite de cette échappée campagnarde et balnéaire. Je me rappelle l'avoir vue en maillot de bain, mal assurée sur les galets des berges de la rivière, toujours prête à se rattraper dans les bras de son mari pour ne pas tomber. Des troubles de la vision, mal corrigés par des lunettes qu'elle ne portait pas souvent, étaient à l'origine de ce manque de stabilité sur des sols mal dégrossis. Maman, née sous le signe de la balance, manquait donc d'assurance et d'esprit de décision et cela se traduisait aussi dans son comportement lors de ses achats de chaussures ou de vêtements. Nous savions par avance que toute emplette faite la veille était remise en question le lendemain et qu'il faudrait revenir chez le marchand pour en changer. Maman souffrait de cette indécision, c'est sûr, mais cela faisait partie de son personnage. Ni elle ni nous n'y pouvions rien, il fallait vivre avec. En plus, elle avait peur des serpents. Une véritable phobie. Il n'était pas question de lui en montrer un, vipère, couleuvre, orvet ou boa, en vrai ou sur le papier. Imaginez la panique lorsqu'un jour, croyant saisir une ceinture au fond de notre tente,
elle s'empara par mégarde d'une couleuvre. Elle partit en courant à travers le camping, et papa eut beaucoup de mal à lui faire retrouver la raison et son équilibre. Maman portait surtout la robe à petit pois, pied de poule ou en tissu Vichy, rarement unie. Elle la portait bien, toujours ceinturée et avec élégance. Mais les occasions de se faire belle n'étaient pas légion, surtout pendant la guerre. Et même le jour du Seigneur, comme nous n'étions pas croyants, la nécessité de s'endimancher n'était pas obligatoire. Maman ne se mettait donc sur son 31 qu'aux occasions de festivités locales. Fête de fin d'année, fête du Saint-Patron régional, fête des enfants à Noël ou en fin d'année scolaire. C'était l'occasion pour elle de se poudrer, de se passer un peu de rose aux joues et de rouge aux lèvres et de sentir bon comme nous disions. Je ne l'ai jamais vue porter le pantalon, même pendant la débâcle, après la guerre ou plus tard. Pour elle, c'était un attribut définitivement masculin. Maman chantait et elle chantait juste. Son père, mon grand-père Pierre que je n'ai pas connu, mort en 1920 des suites de blessures et du gazage des soldats durant la guerre de 14-18e, batelier et pêcheur sur la Saône à Tournu, était musicien, non pas de métier, mais de loisir, ce qui l'avait amené à inculquer l'amour de la musique et du chant à ses 3 filles, maman étant la seule apparemment à avoir retenu la leçon. Elle chantait bien et à toute occasion, seule ou en famille. Ces morceaux de bravoure, elle les chantait en public, à l'occasion de ces fêtes de village si peu fréquentes, mais si impressionnantes pour notre jeune âge. Je garde en moi cette vision très précise de maman sur l'estrade de la salle des fêtes de Préty, chantant a cappella les chansons de l'époque et plus particulièrement les Roses blanches, interprétées à l'époque par Berthe Silva, morceau pour lequel elle avait manifestement une grande prédilection. Elle aimait bien aussi Parlez-moi d'amour, chanté alors par Lucienne Boyer. Dans ces moments-là, maman s'évadait. Elle n'était plus sur l'estrade mais ailleurs, peut-être dans son enfance à elle, pensant non pas à sa maman, mais à son père disparu prématurément et dont elle était très fière. Elle quittait l'estrade sur un petit nuage, tout étonnée d'avoir eu ce culot de chanter en public, quitte à recommencer à la première occasion. Nous aussi, Mimi et moi, étions fiers de cette maman qui avait l'audace de se produire devant tout le monde et qui recueillait les applaudissements de toute une salle. Après la guerre, elle chantait moins souvent mais fredonnait encore toutes ces chansons d'antan qu'elle aimait, en cuisinant, en repassant le linge, en tricotant des pulls, des chaussettes ou des mitaines, en ravaudant tel ou tel habit défraîchi ou déchiré. Maman aurait bien voulu que nous apprenions la musique et le chant. Un piano est même venu un jour décorer la maison. Mais ni moi ni ma sœur n'en avions le goût. Ce sont des talents qui ne s'imposent pas. Nous étions des campagnards, très éloignés des leçons de solfège et des cours de chant. Nos domaines à nous, c'était l'espace, le jardin, les bois, la nature et les animaux domestiques, sans oublier les copains et les copines. N'étant pas bridés à la maison, une fois nos tâches quotidiennes effectuées, nous pouvions nous évader dans les fermes avoisinantes. Papa et maman pouvaient dormir sur leurs 2 oreilles. Personne ne ferait de mal aux enfants des instits du village. Ceci dit, mes rapports filiaux avec maman étaient complexes. Durant ma petite enfance, j'ai dû être câlinée à l'excès. Pour elle, j'étais son fils avec un grand F, le seul sur lequel elle puisse exprimer en public ou dans l'intimité ses besoins évidents de tendresse. En prenant conscience très tôt de cet attachement, je n'ai pas su répondre à ces marques bien compréhensibles d'amour maternel. Étais-je déjà trop réservé et peu enclin aux effusions ? Sans doute. Ce n'est que beaucoup plus tard que je m'en suis rendu compte, sans pouvoir réparer, effacer les traces de cette froide attitude. J'ai dû être un sale garnement, égoïste à l'excès, en aucun cas attentif à mon environnement affectif et ayant horreur des démonstrations d'amour pour lesquelles mon cœur n'était pas encore formaté. Je n'ai à l'évidence pas su jouir de l'instant présent, de mon entourage familial on ne peut plus tolérant, de la douceur des bras d'une mère qui ne demandait qu'un peu de tendresse, elle qui m'avait nourri au sein durant plus d'1 an. Dans ce premier âge, je n'ai pas aimé maman autant qu'elle le méritait, et elle en a sans doute secrètement souffert. Honte à moi. Et aujourd'hui, je ressens comme un manque de ne pas l'avoir aimée comme il se devait. J'aimerais pouvoir la câliner, et voir un sourire de bonheur illuminer son visage. Mais il est trop tard, définitivement. Il est vrai que les grandes effusions filiales n'étaient pas de mise à la maison. Ni en public, ni entre nous. Papa était d'une nature très réservée sur ce plan, et bien que peu avare de marques de considération et d'amitié envers autrui,
Il considérait sans doute qu'en famille l'amour filial allait de soi et n'avait pas besoin de démonstrations complémentaires, me rappelant cette phrase terrible d'un grand homme dont le nom m'échappe. « Madame, je vous aime, et tenez-vous-le pour dit. » Bien heureusement, les attitudes ont beaucoup changé depuis, en direction d'une affirmation fréquente et renouvelée des sentiments entre parents et enfants. Maman était belle et sensible à l'excès, héritage de sa mère, notre mémé Chakour. Un rien la perturbait, et il ne fallait pas trop souvent sortir de la routine quotidienne sous peine de pleurs incontrôlables. Ainsi était maman, très soumise à papa, très soucieuse de bien faire, peu sûre d'elle-même, à la recherche d'un équilibre entre une famille qui lui devait beaucoup et une profession qui l'habitait jusqu'au bout des ongles. D'où peut-être cette aversion enfantine chez moi, pour le métier d'enseignant. Papa Jean. Papa, PAP, était lui aussi instituteur. Né à Bissé-sous-Cruchot sur la côte chalonnaise, de parents vignerons, il avait échappé à sa destinée viticole pour plusieurs raisons. Second d'une fratrie de 3 garçons, il était jeune encore lorsque la guerre de 14-18 s'est terminée, trop jeune pour remplacer son père rescapé des événements de Salonique, mais suffisamment instruit et éveillé pour aller au-delà du certificat d'études. C'est Raymond, son frère aîné qui reprit en main la vigne et la serpette, suivi plus tard par son cadet Marcel. Papa alla donc au collège de Buxy, puis à l'école normale d'instituteur de Mâcon. Le hasard voulut qu'il débutât sa carrière à Tournu, non loin de chez lui, sur les bords de la Saône, et logea chez les demoiselles Bessard dans une villa bourgeoise en bordure de rivière, villa dénommée La Folie. Une mauvaise typhoïde, heureusement surmontée, l'amena à pratiquer des activités physiques pour se fortifier. Ainsi, débuta-t-il une carrière locale de rugbyman, sport alors très en vogue dans la région, au poste de 3/4 centre. Il devint même capitaine de l'équipe de Tournu à la fin des années 20. Il y noua de solides amitiés, et se frotta également au gratin de la bourgeoisie tournusienne par le biais du tennis et des demoiselles Bessard. En effet, le stade de Tournu était à l'époque installé sur les prés inondables de la rive droite de la Saône, au nord de la ville, entre la Folie et l'usine à gaz, dont les effluves empestaient cette partie pourtant très vantée de la ville. Un court de tennis existait sur les dépendances de la Folie. D'autres furent construits à proximité, c'était le temps des mousquetaires, au Petit Pré, près du terrain de rugby. Mon père s'y essaya, et devint rapidement un très honnête joueur que ses partenaires appréciaient pour son fair-play très britannique. En jouant au rugby, il fit la connaissance d'Hippolyte Boulard qui devait rester l'ami de toute une vie. Ce joueur intrépide et très offensif, visage à la Mermoz, cheveux noirs et bouclés, plus connu sous le nom de Polyte, trouvé grâce aux yeux de tous par son entre-gens et de toutes par son allure conquérante et sa beauté, Polyte ne faisait pas que jouer au rugby. Avec un partenaire aussi téméraire que lui, Jean Vermeau, il faisait de l'acrobatie sur moto. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il était le plus admiré du public. Papa était un inconditionnel de Polyte. Il admirait en lui le fonceur déterminé, le cascadeur émérite, le sportif talentueux, voir son succès auprès des femmes que séduisait son non-conformisme forcené. Un jour, Polyte, en grande tenue de gentleman, vient nous voir à Bissey depuis l'Accro, son lieu d'habitation, dans sa voiture décapotable. Après la forêt de la Ferté, il traverse un peu vite le village de la Coudre, manque un virage et se retrouve sur un tas de fumier. Imaginez le tableau, notre bel Adonis les pieds dans le purin, faisant tracter son véhicule pour l'arracher aux bouses de vache. On a bien ri dans la famille, lui un peu moins. Aventure désopilante restée gravée dans nos mémoires. Mimi et moi connaissions bien Polyte car il venait souvent à la maison. Il était comme un oncle tout à fait à part. Il nous dépassait par ses attitudes si différentes de celles de papa. Nous le considérions comme quelqu'un d'imprévisible, à la limite éphémère, comme un beau papillon qui un jour se brûlerait les ailes au phare de la renommée. À ma nomination au Cameroun en 1971, nous retrouvâmes Polyte et son épouse installés à Douala. Devenus importateurs de fleurs, ils y tenaient une sympathique boutique à l'enseigne de la Côte d'Azur. Toujours aussi fringant, notre Polyte était encore très sûr de lui et de son destin. Toutefois très nostalgique du passé, il gardait précieusement dans un dossier qu'il se plut à nous montrer les photos et articles des années 30 où il jouait au rugby et faisait l'acrobate avec son copain Jean Vermeau. Mais revenons aux années d'avant-guerre.
Papa s'était acheté un skiff monoplace avec lequel il pratiquait l'aviron sur les très beaux plans d'eau de la Saône, à l'amont et à l'aval de Tournu. Lorsque papa et maman furent nommés à Préty, le skiff reprit aussitôt du service et trouva naturellement son garage sur les poutres du préau de l'école des filles. En fin d'après-midi, après la classe, papa attrapait à la hâte ses affaires de tennis et filait en Saône, tirant le skiff sur un attelage à roulettes. Il remontait le courant sur 2 kilomètres, accostait en face de la Folie et faisait sa partie de tennis. Il y retrouvait le notaire du coin, Memio, le fabricant de chaises Jean Faucillon, ancien sprinter champion de Bourgogne des 100 et 200 mètres plats dans les années 1920, il donna son nom au stade du Petit Pré en fin des années 40, le minotier de cuiserie, Henri Cochard, le patron des peintures Bouvet et ses copines de toujours, Marguerite, Guité et Jeanne Bessard, tante Jeanne, ancienne propriétaire du château de la Folie. La crise de 1929 était passée par là, et la Folie ne leur appartenait plus. Le retour au bercail se faisait à la Brune, toujours en skiff, cette fois dans le sens du courant, jusqu'au débarcadère de Préty, une simple plage de cailloux blancs au milieu des ajoncs. Le tennis se jouait en tenue blanche, pantalon et jupe de toile, polo et chemisier type Lacoste, chaussures sans talons, blanches elles aussi. Seule Guité portait parfois le short, ce qui paraissait tout à fait incongru. Cette excellente joueuse, elle fut championne de Bourgogne et 4/6e au classement national d'après-guerre, pouvait se le permettre. Elle était issue de la bourgeoisie locale et à ce titre non critiquable. Je vous parle d'un temps que je n'ai pas connu, si ce n'est par photo interposée, et suite également aux discussions entre amis de la famille, et aux observations faites plus tard lorsque je me suis mis moi aussi à taper dans la petite balle. L'un de mes premiers vrais souvenirs remonte à juin 40. Après la débâcle, au cours de laquelle l'armée française s'est éparpillée dans tout le sud de la France, l'armistice permit aux soldats non prisonniers et démobilisés de rentrer chez eux. Papa était de ceux-là. En juin 40, il avait atterri, à bicyclette, dans le Languedoc, non loin de Pézenas, chez des Français libres du nom de Polignan. Le retour à la maison se fit en quelques jours, toujours à bicyclette, sur la rive droite du Rhône, via Nîmes, Lyon, Mâcon et Tournu. J'ai gardé de cet instant le souvenir d'un homme qui tenait maman dans ses bras, au pied du lit de leur chambre. Vision fugace, j'avais en effet tout juste 4 ans. Papa se rasait au rasoir mécanique à lame mince et amovible, dit encore rasoir de sûreté, système très répandu à l'époque. Pourtant un barbier était installé dans le village, mais bien peu y recouraient. Je revois papa intercalant chaque semaine une nouvelle lame entre le manche à vis et la plaque de maintien. J'ignorais l'existence du rasoir à lame rentrant dans le manche, communément appelé sabre ou encore coupe-chou. Outre le rasoir mécanique, je revois le bol rempli de mousse, le blaireau. Connaissant l'existence de l'animal du même nom, je ne voyais aucun rapport entre la brosse à barbe et le plantigrade carnivore, la serviette autour du cou et le miroir au-dessus de l'évier. Je dis le miroir car c'était le seul à notre portée, et encore, à condition de grimper sur une chaise. Quant à la glace de l'armoire de la chambre des parents, nous ne pouvions y accéder que chaussures enlevées, à l'aide de patins disposés à l'entrée du salon, ce qui n'était pas pratique du tout et placé sous haute surveillance de maman. C'est dans ce salon que l'eau cédar, la tête de loup et la brosse à reluire étaient le plus employées. Cette dernière était une brosse à pied que l'on passait avec vigueur pour astiquer le parquet. Cette brosse est une relique de notre enfance. Elle est encore dans notre villa de Tourette et me sert très souvent pour astiquer à la main mes objets africains. Pour en revenir au rasoir, quelque chose me tarabustait. J'entendais dire que l'on pouvait se faire très mal avec cet instrument, se couper profondément, s'ouvrir les veines ou pire encore se faire trancher la gorge. Horrible chose que je ne pouvais qu'imaginer à une époque où il n'y avait pas de télévision à la maison, et pas de cinéma dans le village, donc aucun film d'horreur dans notre tête. Je cherchais donc à comprendre comment on pouvait bien trancher la gorge de quelqu'un avec un rasoir comme celui de papa. Je n'eus la réponse que plus tard, en allant chez mon premier coiffeur, un certain monsieur Devers. Donc, papa m'intriguait beaucoup lorsqu'il faisait sa toilette. Davantage encore lorsqu'il se brossait les dents. Car il avait un don particulier, il pouvait les enlever. En cachette, j'essayais d'en faire autant, tirant de toutes mes forces sur les miennes, hélas, sans succès. J'en déduisis que seules les grandes personnes en avaient le privilège. Il m'étonnait aussi en faisant bouger ses oreilles. Il me fallut beaucoup de temps pour en arriver là.
Papa chantait lui aussi comme maman, mais pas devant l'auditoire. Il chantait en travaillant dans son jardin, en s'occupant de ses ruches, en rafistolant une raquette. En fait, il fredonnait plutôt qu'il ne chantait. L'un de ses airs favoris, de ceux dont je me souviens, était le temps des cerises. C'est l'époque qui voulait cela, mais aussi le fait que cette chanson était facile à chanter et parlait des choses simples de la vie d'eux. Il en fredonnait une autre qui parlait de vent qui souffle dans les halliers, mais ni le titre ni les paroles ne me sont restés en tête. Papa, la chose est sûre, était foncièrement socialiste, il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie. Son socialisme à lui était un peu utopique, du genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais pouvait-on le lui reprocher ? Il vivait dans cette doctrine simple, faite de droiture, d'humilité, de prédominance des idées sur la force, de dévouement à autrui, sans trop se rendre compte que lui-même affichait un grand égoïsme dans la pratique de loisirs sportifs dont maman était presque systématiquement exclue. Il pouvait être généreux jusqu'à l'absurde avec ses amis, mais faire preuve d'une grande avarice en famille. C'était son paradoxe, son talon d'Achille. Et nous l'aimions comme ça. Il nous apportait beaucoup, plus par l'exemple que par la parole. Il était le chef de famille, rarement, voire jamais, pris en défaut. Homme de gauche convaincu, papa ne nous a cependant jamais endoctrinés. De cela aussi je lui suis reconnaissant. Mimi, en décembre 1935. Mimi. Papa et maman se sont mariés en 1932, à 26 et 23 ans, plutôt tardivement pour l'époque. Leur premier-né était une fille, Michelle Madeleine, en mai 1933, à Tournu. Leur condition de couple d'enseignants les amena, pour rester ensemble dans le même établissement scolaire, à émigrer au sein du département. À l'époque, les instituteurs ne pouvaient qu'en de rares occasions quitter leur département d'origine et de formation, à l'occasion des changements d'été dans la bourgade bressane de la Chapelle-Tecle, entre Tournu et Louhans, proche de Montpont. Les lois sociales n'étant pas encore aussi attentives aux mères travailleuses, Mimi fut mise en nourrice chez une fermière, Madame Blondin, habitant une ferme isolée de la Chapelle-Tecle, et qui venait elle aussi d'accoucher d'une petite fille du nom d'Odette. Mimi devenait ainsi sa sœur de lait. Cette situation cessa mi-1934, date à laquelle mes parents prirent une aide à la maison, Lucienne, originaire de Brienne, à côté de Cuisery. Les relations restèrent affectueuses entre les familles Blondin et Régenais. Mes parents ne manquaient aucune occasion d'aller chez ces gens simples et pleins de gentillesse, et Odette assista en 1955 au mariage de Mimi, au même titre que les membres de la famille. Lucienne suivit papa et maman lorsqu'ils furent mutés à Préty en 1935. Elle était leur bonne, sans que ce terme ait le sens péjoratif du temps présent. Véritable fée du logis, Lucienne en assurait la mise en route, les tâches ménagères, la surveillance des enfants, un travail à plein temps, loin du babysitting de maintenant, plus près des nurses d'outre-Manche. J'ai certainement bénéficié comme Mimi, des mêmes attentions affectives et fortes de Lucienne. Je n'en ai malheureusement pas souvenir, n'étant pas encore élevée à la conscience des choses de la vie lorsqu'elle nous quitta pour la bonne cause, son mariage, en 1940. Mais Lucienne resta proche de nous pendant de longues années. Elle était mariée à un militaire de carrière, et n'ayant pas eu d'enfant, prenait plaisir à nous rendre visite dès que possible. Son sourire illuminait son visage, et les nôtres, et j'en conserve un sentiment de douceur extrême, de gentillesse au-delà de l'attachement que mes parents pouvaient attendre d'une personne avec laquelle ils avaient vécu quotidiennement durant 6 années marquantes de leur vie. Mimi ne pouvait pas être en de meilleures mains que celle de Lucienne, attentive, aimante, patiente et souriante en toute occasion. Peut-être Mimi, hors l'héritage de Mémé Chakour, en a-t-elle conservé ce sourire radieux, prêt à aplanir toutes les difficultés ? Il faut dire que Lucienne devait être heureuse d'avoir à élever un si beau bébé. Plutôt fluette, cheveux châtain clair et bouclés, ma sœur était une belle petite fille, une vraie poupée vivante et sans problème. Mimi et moi ne vécûmes ensemble à la maison que 8 années, de 1936 à 1944. Seules les 4 dernières peuvent me laisser quelques souvenirs marquants de cette vie familiale. Et même durant cette période, la différence d'âge faisait que nous n'avions que peu d'activités communes. Même à l'école nous étions séparés. Mimi avec maman quand j'étais en maternelle, avec papa quand j'étais avec maman, partie au lycée quand j'étais avec papa.
Les points de retrouvailles se situaient autour de la table, pendant les tâches, corvées, familiales dédiées au bon fonctionnement de la maison, pendant les vacances et les petits voyages que nous faisions en famille autour de Préti, la plupart du temps à vélo ou sur le porte-bagages de papa. Mais nous n'avons jamais vraiment fait des coups ensemble, qui nous auraient soudés et rapprochés dans nos agissements quotidiens. Nous étions en somme sur deux rails parallèles qui par définition ne se rejoignent jamais, et qui nous conduisaient bien aux mêmes endroits, au même havre de paix, sur les mêmes aires de jeu, sans que nous participions aux mêmes activités sauf manger, dormir et aller en course ou à l'herbe au lapin et glaner le blé pour les poules. Rien pourtant pour justifier les chinoiseries, les jalousies qui existaient entre nous, surtout de ma part, à propos de tout et de rien, la quantité de victuailles dans nos assiettes, le nombre de fruits dégustés au dessert, les corvées effectuées à la maison, tout un tas de tracasseries inutiles qui pouvaient dégénérer en bagarres idiotes. Rien en tout cas pour excuser ce coup de fourche envoyé à Mimi par mes soins en pleine cour des grands, à propos de je ne sais quoi, qui lui fit un trou sous le genou et m'envoya sans discussion au lit, avec la fessée des grands jours et l'habituelle sanction en de telles circonstances, pain sec et à l'eau jusqu'au lendemain. Avec le recul, tout cela m'apparaît, ô combien, dommageable à une enfance qui par ailleurs peut être caractérisée de très heureuse. Je ne dirais pas que c'était inhabituel quand on a connu ensuite l'attitude de ses propres enfants, et celle de ses petits-enfants qui reproduisent à l'identique ces chamailleries stériles. Même en positivant, en disant que cela leur apprend à vivre, c'est souvent difficile à gérer sans éclat. Et comment éviter cela ? Pour nous deux, les rails finirent par se rejoindre beaucoup plus tard grâce aux aiguillages de nos vies respectives, et cet éloignement de l'enfance fit que nous avons pris plus de plaisir au rapprochement des adultes devenus autant amis que frères et sœurs. L'éloignement dû à la scolarité est vite venu accentuer cet état de choses. Quand j'arrivai en CM2 chez papa, Mimi était déjà partie au lycée de Mâcon, à 30 km de Préti, une vraie distance pour nos jeunes têtes. Elle y habita chez une cousine par alliance de notre père, Anna de Mortière, durant la première année, car le lycée avait été transformé en hôpital militaire. C'était l'année scolaire de la Libération, 1944 à 1945. Mimi ayant de fréquentes bronchites, maux de gorge et d'oreille, il fut suggéré aux parents de l'envoyer en altitude. C'est ainsi qu'elle alla passer une année scolaire à Saint-Laurent-du-Jura, à 100 km de Préti et 900 mètres d'altitude, et que notre séparation s'accentua encore. Saint-Laurent nous était bien connu car mon oncle Henri y exerça le métier de vétérinaire de 1936 à 1944. Il n'était malheureusement plus là pour y accueillir Mimi, ce qui lui aurait sans aucun doute été d'un grand secours pour l'ambiance familiale très marquée chez oncle Henri et tante Andrée. Le retour dans la plaine en 1946 ne se passa pas bien. Ayant de plus en plus souvent mal aux oreilles, Mimi eut une véritable attaque cérébrale, méningite mastoïdite, qui la laissa rapidement inconsciente. Elle ne dut la vie sauve qu'à une rapide hospitalisation, à Mâcon d'abord, puis à Lyon ensuite, hôpital de l'Anticaille, où la pénicilline, qui venait d'être commercialisée en France et une opération délicate derrière l'oreille, furent les remèdes miracles de sa survie. Mais aussi la poursuite d'un processus d'éloignement, encore plus important, de Mimi du cocon familial. Après la mutation de nos parents à Chalon-sur-Saône en 1948, Mimi resta d'abord à Tournu hébergée chez Mémé Chacour, puis poursuivit sa scolarité à Chalon. Pour raison de santé, il fut conseillé aux parents de l'éloigner des miasmes humides de la vallée de la Saône. C'est ainsi qu'elle se retrouva à Cannes où elle orienta sa formation vers le secrétariat, et fut embauchée à Sud Aviation, devenue aérospatiale ultérieurement. Elle y rencontra Robert, ils se marièrent en 1955, eurent 2 filles, Françoise en 1957 et Monique en 1959, et ne quittèrent plus cette bonne ville de la Côte d'Azur que pour une escapade d'1 an à Cherbourg. Ainsi va la vie. Jeannot. Lundi 29 juin 1936. Le printemps a été chaud et cette année-là, l'été était des plus ensoleillés. À 11h du matin, la cadette des sœurs Bouchacourt, tante Dédé, se mariait à Tournu avec son premier Henri Saunier. La sœur aînée d'André, Juliette, qui avait pourtant l'esprit de famille, n'assistait pas à ce mariage. Elle était retenue à la maison par une naissance, la mienne, survenue avec quelques jours d'avance sur les prévisions.
Cette coïncidence restera marquée dans nos esprits pourtant peu enclins aux superstitions. Jour de lune, lune en Cancer, tout un programme. Cette conjonction astrale me servira parfois d'alibi, de prétexte, pour expliquer voire justifier certains de mes comportements, caractéristiques paraît-il de ce signe du zodiaque. Né sur la rive gauche de la Saône, j'étais donc un Bressan, un ventre jaune comme on nommait ces paysans, autrefois porteurs de lourdes pièces d'or dans leur ceinture pour faire leurs emplettes au marché. Comme le dit également la chanson, la Bresse est un pays rempli de richesses, de poules, de dindons et de grenouilles. On y voit de belles filles et de beaux cochons et des grands champs de panouilles. En tout cas, un pays où il faisait bon vivre en période de disette. La chose était décidée, je porterai les prénoms de mes grands-pères défunts, Pierre, Bouchacourt et Jean Régenet dans l'ordre. Mais une fois ceux-ci consignés sur le livret, la famille en décida autrement. J'étais le petit de Jean, donc petit Jean Jeannot, troisième du nom, contre mon acte de naissance. À l'époque, on n'allait pas chercher des prénoms sur Internet, et les saints patrons n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Grand-père Régenet s'appelait Jean. Il avait une sœur Marie et un frère Jean-Marie. Va donc pour Jeannot. Cela m'est resté longtemps et beaucoup dans la famille m'appellent encore Jeannot. D'autres ont pris le pli et m'appellent Pierre. Le changement se fit au service militaire où, à l'évidence, mon inscription d'état civil a repris le dessus. En quelque sorte, je suis né une seconde fois. Papa et Mimi s'y habituèrent, maman non. Cousin, cousine, oncle, tante non plus sauf Arlette. Pour en terminer avec les désignations, papa était le seul à m'avoir donné un surnom. Il m'appelait Piaf, en référence aux moineaux qui peuplaient les arbres alentours et nous gratifiaient de leurs piaillements incessants. Et sans doute aussi en pensant à la môme Piaf, moineau de Paris déjà célèbre dans les cabarets de la capitale. 1936. Léon Blum, le Front populaire, les accords de Matignon, les Jeux olympiques de Berlin, les 4 médailles d'or de Jesse Owens, aux grandes dames du Führer, les premières émissions de télévision, la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne, la guerre d'Espagne. Toute une série d'événements dont je n'ai pas eu connaissance sur le moment, mais plus tard, beaucoup plus tard. Pour l'heure, j'arrivais dans un monde dominé par la hantise d'une prochaine guerre que seul parmi tous les grands de ce monde, Hitler appelait de tous ses vœux. Et pourtant, ces années-là, Ray Ventura lançait sur les ondes la célèbre chanson Tout va très bien, Madame la Marquise, qui fut un grand succès du moment et d'après-guerre. Elle arriva donc cette guerre si peu souhaitée. Papa partit le fusil en bandoulière, abandonnant école et famille pour défendre la patrie en danger. On connaît la suite. La drôle de guerre pendant laquelle les Allemands envahirent la Pologne, la Blitzkrieg, le contournement de la ligne Maginot réputée infranchissable, puis la débâcle au printemps 40 emportant tout sur son passage, y compris l'honneur de la France. Pétain puis De Gaulle. En juin 40, comme je l'ai dit plus haut, papa rentra de Pézenas à vélo et nous rejoignit à Préty. Entre-temps, maman et sa sœur Andrée avaient imaginé mettre leurs familles respectives à l'abri de l'envahisseur barbare en fuyant en voiture, maman au volant de la Peugeot 301, André avec celle de son vétérinaire de mari, lui aussi mobilisé. Aventure épique et de courte durée. Maman savait à peine conduire, le frein à main était resté tiré depuis leur départ de Préty et la voiture fumante n'en pouvait plus d'avancer contre son gré. L'armistice mit fin au calvaire et les deux sœurs rentrèrent sagement au bercail et reprirent d'un cours de vie plus normal, même si l'époux d'André, fait prisonnier, manquait encore à l'appel. C'est à ce moment-là que prend forme mon premier souvenir. La silhouette de papa en uniforme apparaissant dans la chambre où était encore installé mon lit d'enfant. Image fugitive, floue, dénuée de son, mais restée gravée dans ma mémoire, début ou plutôt date, de mon éveil à la vie. Avant, je n'existais pas, faute d'avoir des souvenirs, exception faite d'affreux cauchemars. J'ai encore présente dans ma tête la bête immonde qui grimpait au rideau de la chambre et me faisait hurler de terreur. Mais est-ce bien un souvenir ou une anecdote racontée plus tard par mon environnement familial ? Toujours est-il que ma vie a véritablement commencé en ce mois de juin 1940, avec le retour de papa de je ne savais où, sanglé dans son uniforme, heureux de retrouver les siens quittés 10 mois plus tôt sans savoir s'il les reverrait un jour. C'était sans doute un été comme les autres, mais dans mon souvenir il faisait beau, et il ne pouvait plus rien nous arriver. Telle était alors ma perception des choses, perception que l'avenir allait bien entendu se charger de démentir, ô combien. Maison natale.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.